Bonjour, donc je vous souhaite la bienvenue ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir. Et donc nous reprenons nos travaux ce matin avec une troisième partie qui porte sur un appel à communication que nous avions lancé. Nous l'avions délibérément ciblé non pas sur une thématique, mais sur une espèce d'état des recherches avant de démarrer les thématiques. Donc l'idée était de voir un petit peu qui avait travaillé de manière assez récente sur ces questions. Donc ça explique ce côté assez varié et ouvert des communications qu'on va entendre ce matin, qui portent donc sur différents points et différents thèmes qui ont trait à l'histoire de l'enseignement de l'architecture au sens large. Juste un mot, donc ça nous occupera toute la matinée, donc avec une première partie qui sera modérée par Daniel Lecouédic et une deuxième partie qui sera modérée par Marie-Jeanne Dumont. Et ensuite, dans l'après-midi, on reviendra un petit peu sur les structurations du programme, avec un point de nouveau sur la façon dont vont se dérouler donc l'ensemble des séminaires à l'avenir, sur un certain nombre d'outils qui ont été mis en place et sur un programme qui est parallèle et qui porte aussi sur l'histoire de l'enseignement. Et donc on clôturera vers 4 heures. Donc la structure finalement de ces 2 journées est un peu à l'image de ce que seront les séminaires à venir, mais on aura l'occasion d'y revenir, avec, comme vous l'avez vu, donc hier 2 parties, une partie sur l'histoire de Strasbourg et une partie sur l'histoire de Nancy. Je voulais simplement vous dire, parce que c'est vrai que ça a été deux présentations extrêmement différentes, que ces présentations sont à chaque fois, et le seront à l'avenir, le choix des écoles qui travaillent sur leur propre histoire. Donc c'est vrai que Strasbourg, c'était aussi pour ça qu'on s'était proposé de commencer et de lancer le premier des séminaires. Nous avions un peu une antécédence qui nous a permis de présenter une histoire déjà assez bien avancée. C'est vrai que Nancy se lance dans cette histoire et que d'ailleurs tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à cette histoire sont invités à travailler sur l'histoire de l'école de Nancy, qui pour l'instant commence ce défrichage, donc qui explique ce côté table ronde. Je pense que on y reviendra en début de matinée, mais souvent on aura l'occasion d'avoir des programmes qui sont un peu à mi-chemin entre les deux, avec une partie histoire et une partie plutôt table ronde, selon les choix, encore une fois, de chaque école, puisqu'il revient à chaque école de le faire, quand l'appel à communication et les communications que nous entendrons ce matin, mais j'y reviendrai en début d'après-midi, sont la dimension un peu nationale de notre programme. Voilà, je passe la parole à Daniel. Merci. Bien, bonjour. Bon, nous allons donc avoir une session un peu réduite, non pas que Béatrice Gaillard soit forfait, mais pour rééquilibrer effectivement les 2 sessions, elle a accepté de passer donc dans la deuxième partie de la matinée. Bon, cette première session sera originale à plus d'un titre. D'une part, vous constatez qu'elle est exclusivement féminine, ce qui n'était pas exactement le cas des tables rondes hier. D'autre part, elle réunit de jeunes chercheuses qui sont souvent en cours d'élaboration de leur travail. C'est très important de pouvoir, au fur et à mesure que l'on avance, c'est très important de pouvoir présenter les premiers résultats que l'on engrange. Et puis, autre originalité, nous allons aborder des thèmes qui sont souvent négligés, tenus dans l'ombre ou considérés comme évidents. Je pense bien sûr aux arts plastiques et aux différentes déclinaisons qu'ils ont pu connaître dans les écoles d'architecture, la construction mais sous un aspect particulier, et puis aussi le travail en atelier mais avec une posture théorique tout à fait originale. Alors je vais vous présenter rapidement les 3 intervenantes, ce qui nous permettra d'enchaîner dans le courant de la matinée ensuite leur présentation. Nous commencerons par Marie-Laure Vial, qui est doctorante à Rennes 2 sous la tutelle d'Hélène Janière. Elle a une formation, là aussi on va avoir une certaine originalité, on aura des gens qui ne sont pas architectes d'une première vie, ce qui a souvent été le cas hier. Donc Marie-Laure Vial, elle a une formation dans le ressort des arts plastiques, elle enseigne d'ailleurs aujourd'hui à l'école des beaux-arts de Saint-Nazaire, mais également à l'ENSA de Nantes, et elle s'est intéressée logiquement, donc, puisqu'elle fréquente à la fois les écoles d'art et les écoles d'architecture,
à cet enseignement simultané des trois arts qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui est remis en selle lorsque l'on crée les écoles régionales en 1903. On insiste beaucoup sur l'importance que doit avoir cet enseignement, mais il sera rapidement snobé par les élèves, il tombera en désuétude, et Marie-Laure s'est intéressée à la résurrection de cet enseignement qui a correspondu à l'instauration du 1% artistique, mais je ne déflore pas sa communication. Ensuite, nous entendrons Oriane Bernard-Guel, qui suit actuellement un double cursus, un cursus d'architecte, mais aussi dans le ressort de l'ingénierie à l'école des travaux publics. Elle est impliquée dans notre programme à deux titres. D'une part, parce qu'au sein de l'école de Paris-la-Villette, elle s'occupe de l'inventaire des archives de l'établissement. Et puis, dans le cadre d'un travail en cours, qui est un travail de master, mais qu'elle entend prolonger par une thèse, je crois, eh bien, elle s'est intéressée à l'enseignement de la construction, mais en prenant comme fil conducteur, pour l'instant tout au moins, David George Emmerich, qui a été un enseignant flamboyant, très emblématique, qui a eu une importance bien au-delà du P6 où il a enseigné. Il avait d'ailleurs enseigné à l'ENSBA avant ce qu'on appelait pudiquement les événements de 68 et l'effondrement de l'ancienne école. Et elle nous expliquera qu'il a eu deux vies, pourrait-on dire. D'un certain côté, il a été un enseignant traditionnel, notamment dans un cours concernant le béton, et puis il a été l'homme des structures auto-tendues qui ont joui d'une popularité tout à fait étonnante dans ces années 1970. Et puis nous clôturerons cette première session avec Alison Garel-Le Pennec, qui est doctorante à Paris 1, sous la férule de Jean-Philippe Garrick, qui va donc nous ramener à l'atelier, mais pas de façon, je dirais, convenue, en suivant deux pistes et en essayant de nous expliquer que peut-être elles se rejoignent, celle de John Hedjuk à New York et celle d'Enrique Siriani à Paris, qui tous les deux ont relu, réinterprété, réinventé, disent certains, le mouvement moderne, et qui ont adopté des postures d'enseignement à la fois théoriques et même pratiques dans les modalités de dispense de cet enseignement tout à fait particuliers. Donc voilà le menu qui vous attend, et je vais passer tout de suite la parole à Marie-Laure Vial pour 20 minutes, et je serai intraitable, je vous préviens tout de suite de cette sévérité. Voilà, bonjour, merci d'avoir retenu cette communication. Donc je commence d'emblée. Voici un programme de concours d'art monumental qui va être fort critiqué par mes collègues, car il est sans doute trop précis pour une esquisse, mais c'est la seule façon d'espérer intéresser la direction des arts et des lettres. Ces lignes écrites par Édouard Albert, architecte et professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, le 16 novembre 1964, ont été adressées au directeur de l'établissement, Nicolas Intersteller. Elles accompagnaient le programme du prochain concours d'art monumental, dont le sujet, une maison de la culture, n'est pas neutre. Depuis 1949, l'ENSBA s'est préparé à une nouvelle mission, former des équipes mixtes d'élèves architectes, sculpteurs et peintres pour répondre aux nombreux 1% de décoration qui s'annonçaient grâce à un décret bientôt signé en 1951. Cette relance de la commande artistique a été adossée à l'essor de la construction scolaire après-guerre. Mais en 1963, lors d'une déclaration à l'Assemblée nationale, le ministre chargé des Affaires culturelles André Malraux a remis en cause le 1% et a annoncé le fléchage des crédits vers des commandes ambitieuses à de grands artistes. Les réactions ont été immédiates, violentes, et le ministre est revenu sur ses propos, annonçant une réforme avec deux objectifs principaux. Le soutien aux jeunes artistes et l'extension du dispositif à tous les bâtiments publics. Cette bifurcation politique a fragilisé l'enseignement de l'art monumental à l'ENSBA et explique le programme orienté du concours de 1964-1965, dédié à la réalisation d'une maison de la culture, établissement culturel relancé par André Malraux à partir de 1961. L'ENSBA réussira à faire venir le ministre à l'exposition des maquettes pour insister sur l'importance de cette formation.
Aux Archives nationales, le rapprochement des fonds de l'École nationale supérieure des beaux-arts, et particulièrement le dossier consacré au concours d'art monumental et à l'enseignement des trois arts, et du Bureau de la commande publique et du 1% de la délégation aux arts plastiques de 1948 à 1983 nous ont permis de mettre à jour les liens entretenus entre enseignement de l'architecture et des arts plastiques et politique culturelle et architecturale. Ces recherches ont révélé l'existence d'un enseignement croisé entre les arts, méconnu dans une histoire de l'école fondée sur une origine double, issue de la fusion de l'Académie royale de peinture et de sculpture et de celle de l'Académie royale d'architecture, instituant un enseignement parallèle des domaines. Or, en 1879, l'apprentissage des trois arts, puis de composition décorative, et enfin le concours d'art monumental démontrent l'expérience d'un enseignement simultané, puis collectif, de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Peu mentionné dans les publications, malgré son originalité, cette volonté de croisement des disciplines prend sa source dans le contexte réformateur de l'enseignement de la fin du XIXe. La première mention date de 1860, avec un rapport, puis une commission pour créer un enseignement simultané et collectif des deux sections. Comment l'expérience ténue mais tenace d'un enseignement en collaboration entre architectes et artistes s'est initiée et a existé à l'ENSBA, et quels acteurs l'ont porté? Quels ont été les objectifs et les répercussions professionnelles de cet enseignement pendant la reconstruction et la mise en place des politiques de l'État dans un contexte théorique porté par la doctrine de la synthèse des arts? Alors, je vais revenir maintenant sur le concours d'art monumental. Donc, à l'occasion du de la fondation de l'ENSBA, 1648-1948, Nicolas Intersteller, nouveau directeur de l'établissement, a prononcé un discours de 9 pages, résumant l'historique et accordant plus d'une page au concours d'art monumental. Cette disproportion en faveur d'un enseignement méconnu apparaît, alors je cite, apparaît comme l'idée fixe des cadres de la maison. Citation extraite de cet article. Dans un second discours, il a écrit « En apprenant à travailler ensemble à la même œuvre, les jeunes artistes acquièrent un métier qui leur permettra d'enrichir le patrimoine artistique de la nation. Et cela d'autant plus qu'un récent décret, connu sous le nom de décret des 1%, prévoit l'affectation aux travaux de décoration de ce pourcentage des crédits destinés à la construction des édifices scolaires et laisse par conséquent espérer un important développement de l'art monumental. En réalité, bien qu'annoncé comme une création, Nicolas Intersteller a refondu un enseignement existant, les trois arts et le concours de composition décorative en un atelier d'art monumental ambitieux. Jusqu'en 1950, les équipes planchaient sur un détail architectural et livraient une esquisse suivie d'une maquette. Maintenant, ils travailleront sur un projet d'ensemble avec la réalisation d'une maquette globale qui prendra en compte, outre le volume, tous les aspects techniques et matériaux, y compris les plus récents. Mais avant, il doit surmonter une difficulté de taille, car après la guerre, l'enseignement optionnel des trois arts est déserté. Et lors du concours, certaines sections ne sont plus représentées par un seul élève. Un courrier de la Direction des Arts et des Lettres, daté du 21 mars 1950, nous éclaire sur la méthode d'incitation employée pour regonfler les effectifs. La lettre annonçait, en plus des 120 bourses dites normales, 31 bourses spéciales d'architecture, de peinture et de sculpture, d'un montant de 100 000 anciens francs, soit 2 180 €, et réglé en 3/4. Un procès verbal nous informe de l'attribution de 24 bourses aux concurrents
auxquels s'ajoutaient, pour 6 lauréats, un prix d'équipe pour le meilleur projet d'ensemble et un prix individuel pour les meilleurs rendus par discipline. Il est à noter que dans le tableau des bourses de 1953, l'élève architecte Jean Perrotet, outre la bourse de participation, a cumulé aussi celle du meilleur projet d'ensemble et du meilleur rendu en architecture, soit 300 000 anciens francs. À une période où la pauvreté était un des sujets récurrents de la grande masse, l'objectif commun de la direction des arts et des lettres et de l'ENSBA a été atteint et dès sa relance, le concours d'art monumental affichait un tableau de participation complet. Le concours s'adressait aux élèves de première classe de chaque section et se déroulait en 2 parties avec une étape préparatoire à 2 degrés, esquisse en loge et exécution d'une maquette, et qui a absorbé l'enseignement des 3 arts. Alors, les emplacements, donc voici quelques esquisses du concours de 1960, qui sont des photographies des esquisses. Je n'ai pas trouvé d'autres formes graphiques, en fait, d'autres productions graphiques par rapport à ces concours. Les emplacements réservés à la peinture et à la sculpture étaient définis sur les esquisses et intégrés à l'architecture, en rouge pour la peinture et en bleu pour la sculpture. Alors évidemment, les photographies sont en noir et blanc, donc il faut regarder en détail. Donc voilà, la prochaine diapo grossit donc un détail. Et on peut remarquer donc un projet de composition picturale voilà, assez important par rapport à l'échelle en fonction des personnages. Et également en fait une sculpture, ici en tout cas un projet. Le jury retenait 16 candidats dans chaque section. Une exposition de 3 jours permettait la formation des équipes. Et celle-ci présentait une nouvelle maquette qui permettait au jury de sélectionner les 8 équipes finalistes. Enfin, l'épreuve finale retenait une équipe et récompensait 3 élèves dans leurs sections respectives. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière pour parler de l'enseignement des 3 arts. Donc, le concours d'art monumental s'est inscrit dans la perspective de l'enseignement des 3 arts. Rénové et amplifié avec l'arrivée de Nicolas Intersteller à la direction de l'école, l'apparition de l'atelier d'art monumental a coïncidé avec la reprise par Jacques Jaujard, directeur général des arts et des lettres, du dossier du 1% qui avait été élaboré par Jean Zay dès 1936, mais était resté sans application. La signature du décret, le 18 mai 1951, le contexte favorable offert par la reconstruction et le plan de l'architecture scolaire ont servi de levier à Nicolas Intersteller pour relancer cet enseignement collectif auquel il croyait profondément. La pédagogie des 3 arts s'est mise en place en 1879 en s'appuyant sur une armature de cours existants dans chaque section. Dessin et modelage ornemental, technique industrielle, perspective, architecture élémentaire et composition décorative. Mais la nouveauté résidait dans le déplacement des élèves. Ils s'exerçaient individuellement dans des cours qui ne relevaient pas de leur discipline initiale. Complétée par des concours d'émulation, l'expérience restait néanmoins personnelle jusqu'à la mise en place d'un concours qui formait des équipes mixtes. Première mention retrouvée pour l'instant, 1930, où chaque élève concourt collectivement, mais dans son métier. Paul Landowski, sculpteur et directeur de l'ENSBA de 1937 à 1942, dans un texte intitulé « Peut-on enseigner les beaux-arts ?», écrit en 1943, a fondé l'initiative de cet enseignement croisé chez les réformateurs qui cherchaient à insérer de la cohésion dans la dispersion des ateliers. D'après l'auteur, cette idée féconde revenait au sculpteur Eugène Guillaume
et à l'architecte Honoré Domé, qui ont incorporé le concept par touches et retouches successives afin de l'ajuster. Paul Landowski imaginait alors une grande section d'art collectif avec des applications extérieures et réelles d'ensemble décoratif. Alors, des objectifs annoncés à la réalisation professionnelle, les acteurs impliqués. La confrontation des discours de Nicolas Interstellar avec l'histoire de l'enseignement des trois arts démontre que le concours d'art monumental n'était pas un nouveau concept, mais s'est inséré dans une histoire de l'enseignement collectif qui tendait, outre le croisement des disciplines, à mutualiser et à faire circuler les méthodes pédagogiques. Néanmoins, nous ne pouvons pas qualifier l'action de Nicolas Interstellar d'opportuniste, car son engagement en faveur des collaborations entre artistes et architectes n'était pas nouveau. Formé à l'École des arts décoratifs de Strasbourg, de 1921 à 1923, puis à l'ENSBA, il a obtenu le prix de Rome en 1928. Puis, il a répondu à de nombreuses commandes dans le domaine de l'art sacré, comme fresquiste et vitrailliste. Par ailleurs, Nicolas Interstellar et Jean Zay se sont rencontrés dès le milieu des années 20 à Orléans, collaborant l'un et l'autre à la revue Le Grenier. Est-ce que les premières discussions autour d'une mesure d'État en faveur d'une relance de la commande artistique dans l'architecture ont commencé à cette époque? La question reste posée. Mais en 1935, Jean Zay a introduit Nicolas Interstellar comme chef d'atelier de fresque à l'ENSBA, alors qu'au même moment, dans le cadre de ses fonctions ministérielles, il élaborait avec Mario Roustan le projet de 1% de 1936 à 1937. Par ailleurs, malgré sa formation académique, Nicolas Interstellar s'intéressait aux nouveaux matériaux et aux questions techniques issues de l'industrie, et il n'a cessé de les expérimenter. Le programme du premier concours d'art monumental 1950-1951 revêt une valeur symbolique et sentimentale pour Nicolas Interstellar, avec la conception d'une église Sainte-Barbe en pays minier. Donc le programme, voilà, est à droite. Originaire de Moselle, en 1937, avec Hélène Delaroche, son épouse, ils ont réalisé les décors et les vitraux de l'église de Sainte-Barbe à Crunes, prototype d'église en métal construit par Ferdinand Fillot en vue de préfabriquer des lieux de culte catholiques pour les colonies. Donc, alors que Nicolas Interstellar conduisait l'atelier de fresque à la période où Paul Landowski dirigeait l'établissement, d'autres chefs d'atelier se sont engagés en faisant participer leurs élèves au concours. Certains d'entre eux prenaient part au jury. Les noms de quelques enseignants reviennent régulièrement. Par exemple, les élèves du concours de 1942 proviennent en majorité des ateliers d'Henri Roger Expert, de Nicolas Interstellar, dont 3 élèves arrivent dans les 10 premiers, et de Marcel Gaumont en sculpture. 10 ans plus tard, le concours de 52-53 réunit des élèves des ateliers d'architecture de Louis Arech, Otello Zavaroni, Marcel Lotz et Eugène Baudouin. Les élèves sculpteurs sont issus majoritairement des ateliers d'Alfred Jagnot et de Louis Lègue, tandis que les élèves peintres sortent des ateliers de Maurice Brianchon, d'Eugène Narbonne, de Raymond Legueux et de Roger Chastel. Dernier exemple avec l'année 1964-1965, où on retrouve l'implication de Louis Lègue, Roger Chastel, mais aussi des nouveaux enseignants avec Édouard Albert, Georges Candilis et Émile Ayot pour l'enseignement de l'architecture et Henri-Georges Adam pour la sculpture. Professionnellement, ces enseignants s'impliquaient dans les questions d'intégration de l'art dans l'architecture et du 1% en particulier. Citons quelques réalisations avec Alfred Jagnot, auteur du premier 1% en 1951 à l'École nationale professionnelle de Montluçon. Paul Abraham, architecte. Louis Arech a conduit le programme des 1% du campus universitaire de Rennes,
à la fin des années 60, Louis Legge, Henri-Georges Adam ont conçu de nombreuses sculptures dans le cadre de ce dispositif, tandis qu'Émile Aillot a fait travailler les artistes Fabio Rietti, son gendre, et Gilles Aillot, son fils, sur les 1% de ces architectures. Parmi les élèves, dans un discours prononcé, Nicolas Interstellar a évoqué le contexte vrai dans lequel les élèves pourront s'exercer comme des professionnels. Mais le contexte de la reconstruction n'a pas offert les attendus espérés, et seule la mesure du 1% a permis le passage à l'acte et à l'insertion massive de l'art dans les écoles, sur tout le territoire, y compris les communes les plus retirées. L'exemple de la cité scolaire à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, est significatif. Il s'agit d'une ville reconstruite. L'architecte en chef, Noël Le Maresquier, en accord avec le maire, a décidé d'implanter un nouveau modèle éducatif, la cité scolaire, réunissant enseignement général et technique de la 6e à la terminale. Le dossier de l'architecte doit comporter un programme de 1%, et Noël Le Maresquier, par l'intermédiaire de son père Charles Le Maresquier, patron d'un atelier d'architecture à Lensbach, approche Nicolas Interstellar avec l'objectif de faire réaliser les décors par des jeunes artistes issus de l'école. Le premier contact a lieu en 1953, mais en 1961, rien n'est commencé. Alors je vais peut-être avancer un petit peu plus vite. Et voilà, donc les dossiers des concours d'art monumental offrent de longues listes de noms d'élèves. Quelles ont été leurs carrières? Se sont-ils impliqués dans les 1% et la commande publique? Donc 12 500 œuvres sont répertoriées au titre du 1%. J'ai commencé à croiser les listes des auteurs des 1% et les listes des élèves ayant participé au concours d'art monumental. Parmi eux, certains connus, mais des carrières vraiment très différentes. Donc parmi les plus connus, César, avec une réalisation au titre du 1% dans un collège à gauche, et le pouce réalisé lors de la restructuration du CNIT par l'agence Andropara. Andropara et César étant amis depuis l'école des Beaux-Arts, pourtant les architectes ne se sont jamais rapprochés de l'art monumental, donc il y avait des amitiés aussi au sein de l'école, sans forcément adhérer à cet enseignement et qui ont produit aussi, je dirais, des réalisations. Un autre parcours avec Béatrice Cassadessus, qui a réalisé de nombreux 1%, aussi bien en France que dans les pays outre-mer. Et puis je citerai un troisième parcours avec une artiste, Joséphine Chevry. Donc tous ont participé au concours d'art monumental, qui s'est occupé des espaces sculptés de la Grande Motte et qui a travaillé en collaboration étroite avec Jean Balladur. Très rapidement. Donc l'atelier d'art monumental a été balayé par mai 68 et la séparation des enseignements de l'architecture et des beaux-arts. Aujourd'hui, l'étude des documents fait apparaître une réflexion profonde de la transdisciplinarité à Lensbach avant 68. Inscrite dans la durée, de nombreux acteurs se sont engagés pour former des équipes mixtes en vue de concevoir de nouveaux cadres de vie où fusionneraient art et architecture dans une œuvre commune. Alors que les militants de la synthèse des arts ne réussiront pas à concrétiser une théorie qui s'est figée en doctrine après-guerre, 12 500 œuvres réalisées dans l'architecture scolaire à partir de 1951 avec le 1%. L'utopie de l'intégration des arts dans l'architecture, née dans l'entre-deux-guerres, s'est-elle réalisée à grande échelle, à la génération suivante avec le 1%. D'après l'ouvrage d'Yves Aguilar, Un art de fonctionnaire, le 1%, les œuvres élaborées dans son cadre sont désastreuses, car sous la tutelle de l'État et conduites par des architectes, annulant de fait l'autonomie de l'art. Pourtant, l'étude des archives permet d'observer un véritable investissement de la part de nombreux acteurs, parmi les professeurs, les élèves, les chefs d'atelier, les directeurs,
de l'ENSBA sur la question de l'enseignement en collaboration. Le recoupement des noms des élèves avec ceux des artistes auteurs des 1% reste à faire pour vérifier l'ampleur des applications professionnelles de cet enseignement. Merci. Bien, merci beaucoup. Je sais combien il est frustrant d'avoir accéléré le rythme et aussi éliminé quelques éléments de ce qu'on est en train de dire. Mais tout à l'heure, si nous tenons bien ces 20 minutes, si nous tenons bien ces 20 minutes, nous aurons la possibilité de quelques questions qui permettront habilement de revenir sur ce qui a été peut-être mis de côté maintenant. Bien, Oriane. Je vais vous présenter l'enseignement de la construction de David George Emmerich aux Beaux-Arts puis à l'UP6 entre 1960 et 1990. David George Emmerich est un architecte-ingénieur né le 25 septembre 1925 à Debrecen, en Hongrie, et mort le 20 février 1996 à Paris, en France. Ma recherche en cours sur son enseignement s'inscrit à la fois dans l'histoire de l'enseignement dans les écoles d'architecture et dans l'histoire de la relation entre architectes et ingénieurs, par son contenu et la figure de son enseignement. L'enseignement de la construction de David George Emmerich est composé, de 1969 à 1984, de deux parties qui semblent à première vue incompatibles. D'une part, le cours de géométrie constructive, morphologie, que vous pouvez voir à gauche, et d'autre part, l'ensemble des cours de béton armé et de construction, bâtiments complexes, dont vous pouvez voir un énoncé à droite. Ces cours semblent incompatibles dans la définition qu'ils donnent de la construction. Le cours de géométrie constructive traite de la construction comme conception spatiale et structurelle, tandis que les cours de béton armé et de construction bâtiments complexes traitent de la construction comme savoir-faire technique. Le cours de géométrie constructive, morphologie, est né en 1966 aux Beaux-Arts. Ce cours expose la doctrine de l'enseignement de construction de David George Emmerich. Ici, le mot doctrine est défini par le dictionnaire Larousse comme un ensemble de principes traduisant une conception de l'univers et de la société, constituant un système d'enseignement et s'accompagnant de la formulation de règles de pensée. L'aspect doctrinal du cours de David George Emmerich s'exprime tant à travers sa formation que par son contenu. Le livre du cours de géométrie constructive est organisé comme un traité d'architecture classique. Cette forme est affirmée dès la couverture que vous pouvez voir ici. Comme dans un traité d'architecture classique, des allégories, ici celles des mathématiques, de la géométrie, de la perspective et de l'architecture, encadrent le titre du cours et on résume les grandes lignes. En première page, la citation « Nul entre ici qui n'est géomètre, academia » renforce l'aspect doctrinal du cours. Cette citation de l'academia élève l'enseignement de David George Emmerich au rang d'école, avec un grand E, au sein de l'école d'architecture. Dans ce livre, chaque chapitre énonce un principe de la doctrine de l'enseignement de construction. Ces principes peuvent être regroupés en trois grands thèmes d'importance équivalente. La relation entre géométrie et espace et construction, qui détermine la pensée constructive de ce cours. La relation entre la combinatoire, la segmentation et l'équipartition, qui permettent à partir d'une forme géométrique simple, telle le triangle que vous pouvez voir ici, ou l'hexagone, d'obtenir une grande variété de formes complexes autostables. Et enfin, l'itération permanente entre théorie et pratique, entre recherche et expérience. Ces principes sont accompagnés d'illustrations qui explicitent la pensée complexe développée dans le cours. Vous pouvez voir ici la première page du premier chapitre de ce livre, intitulé « Géométrie constructive ». La relation entre le titre « Géométrie constructive » et les images est un bon exemple de la relation entre texte et image dans l'ensemble du cours. De plus, les illustrations résument visuellement le cours. On comprend ici la relation entre conception géométrique et construction architecturale en observant uniquement les illustrations. Les illustrations montrent également que la doctrine constructive de David George Emmerich dépasse largement le cadre de l'enseignement de la construction. Comme vous pouvez le voir dans cette double page, David George Emmerich utilise des illustrations issues de sources diverses qu'il met en relation pour expliquer sa pensée.
La diversité de ces sources illustre sa volonté d'expliquer l'architecture et le monde par la pensée complexe développée dans sa doctrine. La volonté totalisante de la pensée de David George Emerich confère une dimension utopique à sa doctrine constructive. L'utopie chez David George Emerich ne correspond pas à l'utopie classique, définie dans le dictionnaire Larousse comme un plan de gouvernement imaginaire où tout est parfaitement réglé pour le bonheur de chacun, ou encore comme construction complexe, imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue un idéal ou un contre-idéal. L'utopie de David George Emerich est une utopie constructive et concrète, vouée à se réaliser. Elle ne possède pas de lieu, puisqu'elle doit avoir lieu partout et pour tout le monde, dans le but de réformer la société contemporaine. Dans cette utopie, la réforme de la société ne se fait pas à travers la mise en place d'un gouvernement totalitaire, chargé d'assurer le bonheur de tous, mais par la réforme de la pratique des architectes et des manières de construire. L'architecte est défini comme constructeur spatial, chargé de concevoir une trame géométrique dans laquelle peuvent s'établir les hommes. À cette définition de l'architecte s'ajoutent les principes constructifs d'adaptabilité, de mobilité et d'autoconstruction. Ces principes peuvent être mis en œuvre grâce à la modularité des éléments de construction et sont destinés à permettre aux hommes de choisir leur mode d'habitation. Ici, vous pouvez voir un projet représentatif de l'utopie constructive de David George Emerich. La trame noire que vous pouvez voir en élévation et en plan est construite par l'architecte. Des bâtiments viennent en couleur dans l'image, viennent ensuite coloniser cette structure en fonction des besoins des hommes qui y habiteront. La dimension utopique de l'enseignement de David George Emerich est alimentée par sa recherche structurale sur les autotendants. Vous pouvez voir ici une maquette d'autotendants réalisée à partir de chaînettes et de bâtonnets en bois. Les autotendants sont des structures légères, polyédriques et autostables, dans lesquelles la compression présente dans les barres et la traction présente dans les chaînes s'annulent. Dans l'utopie, ces structures autotendantes sont les éléments de construction qui permettent à l'architecte de structurer l'espace par la géométrie. La construction de ces structures fait donc partie intégrante de l'enseignement du cours de géométrie constructive. L'enseignement de la construction de David George Emerich lui sert pour partie à réaliser son utopie. Son enseignement lui permet en effet de former des architectes à même de réaliser son utopie. Pour ce faire, David George Emerich adjoint des exercices de cours de géométrie constructive morphologie, dont vous pouvez voir ici deux énoncés. Le but de ces exercices est de forger la pensée constructive des étudiants en architecture. Dans ces exercices, les élèves doivent élaborer des formes géométriques stables et sélectionner les meilleures pour se constituer un registre de formes géométriques. Les formes géométriques de ce registre leur permettront de développer leur conception spatiale et constructive. À l'issue du cours et des exercices, David George Emerich organise souvent un workshop qui donne lieu à la réalisation de projets de grande échelle et marque une première concrétisation de son utopie constructive. Vous pouvez voir ici un rendu titre d'un élève avec la réponse à l'exercice en dessin, puis en maquette, et enfin la réalisation pendant le workshop à grande échelle de sa structure. Cependant, la transmission de sa doctrine à un grand nombre d'élèves n'assure pas la réalisation de l'utopie constructive de David George Emerich. Pour en assurer la réalisation et la continuation, David George Emerich recherche des disciples dans son cours et à d'autres occasions. Il attend de ses élèves qu'ils deviennent ses disciples et continuent son utopie. Pour ce faire, ses élèves doivent non seulement adhérer à sa doctrine, mais aussi comprendre la pensée complexe qui s'y rattache dans son intégralité. Cette attente ambitieuse est source de conflits avec ses élèves. David George Emerich espérant d'eux qu'ils dépassent ces attentes et prouvent qu'ils peuvent continuer l'utopie. Enfin, pour convaincre les élèves de la faisabilité de son utopie, David George Emerich illustre son cours par la pratique d'autres architectes appartenant au même domaine intellectuel, tels Buckminster Fuller, Konrad Waxman ou Bernard Lafay. Ces illustrations montrent non seulement les aboutissements concrets des enseignements du cours de géométrie constructive, mais cherchent également à prouver l'omniprésence de l'utopie et la possibilité de sa réalisation. Malgré l'originalité et la consistance de sa doctrine, la durée exceptionnelle de sa carrière d'enseignant, plus de 30 ans, et le grand nombre d'élèves qu'il a formés, David George Emerich est paradoxalement isolé. En effet, l'enseignement de la construction de David George Emerich constitue un isolat au sein de l'institution de l'école d'architecture, qu'il s'agisse des Beaux-Arts ou de l'unité pédagogique 6.
Cet isolement semble entrer en contradiction complète avec la vocation totalisante et la dimension utopique de son enseignement de construction et les moyens mis en œuvre par David George Emrich pour diffuser cet enseignement. Pourquoi l'enseignement de la construction de David George Emrich est-il resté isolé, interstitiel selon ses termes, et n'a pas fait école? La réponse à cette question peut prendre 3 formes, biographiques, institutionnelles et professionnelles. Je dis change de page. Pour comprendre l'isolement de l'enseignement de David George Emrich, il faut s'intéresser tout d'abord à son histoire personnelle. David George Emrich lui-même expliquait à ses étudiants les origines de son enseignement par son histoire personnelle dans la brochure « Morphologie, ses sources, son contenu ». David George Emrich a été déporté à Auschwitz en mai 1944, puis au camp de travail Gross-Rosen, dont il sera libéré en mai 1945. Cette expérience concentrationnaire marque profondément sa personnalité et sa vision du monde. Décidément, il ne détecte plus. Vous pouvez voir ici l'illustration en première page de la brochure « Morphologie, ses sources, son contenu ». La comparaison faite entre espace concentrationnaire et architecture de la reconstruction illustre la critique virulente de David George Emrich à l'égard de l'architecture moderne et de la reconstruction en France, qu'il qualifie de totalitarisme. Cette critique violente de l'architecture moderne pourrait être une des causes de l'isolement de son enseignement. En effet, la propagande de la reconstruction française véhicule l'idée que l'architecture moderne est bienfaitrice et représente le progrès. Cette prise de position, considérée comme réactionnaire dans les écoles d'architecture, expliquerait donc pour partie l'isolement de l'enseignement de David George Emrich. L'utopie de David George Emrich peut être envisagée comme une réponse à sa critique de son enseignement, à sa critique du monde, et une solution pour créer un monde meilleur. Cependant, la dimension utopique de son enseignement contribue à son isolement. L'utopie de David George Emrich est pour lui un moyen de rationaliser et d'expliquer et de reconstruire le monde tout en se reconstruisant lui-même. Sa forte implication personnelle dans son utopie constructive est à l'origine de nombreux conflits avec ses élèves et ses disciples. David George Emrich n'accepte aucune critique et ne veut faire aucune concession dans sa doctrine, ce qui l'amène souvent à s'emporter contre ses élèves. De plus, David George Emrich est tiraillé dans sa relation avec ses disciples reconnus entre volonté de réaliser l'utopie et peur d'en perdre le contrôle. Ce tiraillement mène souvent David George Emrich à se séparer de ses disciples quand il considère que ceux-ci vont s'approprier son utopie, ce qui accentue l'isolement de son enseignement. Je vais y arriver. Voilà. Un autre aspect important de la vie de David George Emrich par rapport à son enseignement est son parcours étudiant. David George Emrich a étudié à l'école polytechnique de Budapest en Hongrie, puis au Technion d'Haïfa en Israël, à l'Université de Columbia à New York aux États-Unis et enfin aux Beaux-Arts de Paris en France. Ce parcours international lui a permis d'éprouver de multiples pédagogies à partir desquelles il a construit la pédagogie de son enseignement. Vous pouvez voir ici un des aspects les plus marquants de la pédagogie de David George Emrich. Ces photos ont été prises par 2 de ses étudiants, Jacques et Evelyne Perret, lors d'un grand workshop organisé aux Beaux-Arts en 1967. Ce type de workshop, où les étudiants réalisent en une journée des structures légères de grande dimension, ressemble beaucoup à ceux proposés par l'enseignement des écoles américaines. Cette ressemblance avec la pédagogie américaine pourrait également avoir isolé l'enseignement de David George Emrich. En pleine guerre froide, le milieu étudiant communiste des Beaux-Arts combat le libéralisme américain. L'association de l'enseignement de David George Emrich aux pédagogies américaines lui aura donc porté préjudice. Enfin, David George Emrich a étudié l'architecture et l'ingénierie et revendique cette double formation à l'origine de la pensée de son enseignement. Il écrit dans la brochure sur les sources de son enseignement « Ma formation d'origine, de même que mon démarrage dans la vie professionnelle, ont été sous la forme unique et non dichotomisée de l'architecte-ingénieur. Si je conçois quelque chose, c'est en observant les critères à la fois humanistiques et techniques. Du moins, je ne vais pas gaspiller votre temps sur les problèmes de comment assembler ce qu'on n'aurait jamais dû séparer. » Cette prise de position au sein d'une école d'architecture pourrait expliquer l'isolement de l'enseignement de David George Emrich. Est-il bon de se revendiquer architecte et ingénieur au sein d'une école d'architecture? Au sein de l'école d'architecture, que ce soit aux Beaux-Arts ou à l'unité pédagogique 6, David George Emrich est considéré comme un ingénieur. Les cours qui lui sont attribués sont uniquement des cours de construction classiques,
tel celui de béton armé. Ces cours incarnent l'essence du savoir-faire technique de l'ingénieur et lui permettent d'affirmer sa position au sein de l'école d'architecture. En effet, David George Emrich est un architecte et un ingénieur, mais ne construit pas. Pour compenser cette absence de pratique, David George Emrich occupe l'espace intellectuel par une publication prolifique de sa recherche structurale. Cette compensation n'est cependant pas suffisante aux yeux de ses élèves et de ses collègues pour justifier sa présence en tant qu'enseignant dans une école d'architecture. Ces cours techniques lui permettent donc de prouver à ses étudiants qu'il est aussi capable et sachant que ses collègues, et ainsi de justifier sa présence au sein de l'école. Cependant, David George Emrich refuse le confinement de son enseignement de la construction à des cours de savoir-faire technique, uniquement utiles à servir le projet. Il enseigne dans la construction comme conception spatiale et structurelle dans le cours de géométrie constructive morphologie. Ce cours doctrinal entre en conflit par sa définition conceptuelle de la construction et sa dimension utopique avec l'enseignement de projets d'architecture. Cette relation conflictuelle entre enseignement de la construction et enseignement de projet reproduit les rivalités professionnelles et institutionnelles entre architectes et ingénieurs dans l'enseignement au sein de l'école d'architecture. Dans un entretien avec Alain Chassagny, assistant de David George Emrich de 1968 à 1973, il m'explique. Il y avait des étudiants qui s'intéressaient à notre enseignement et d'autres beaucoup moins parce qu'ils voyaient que ça ne servait à rien pour faire de l'architecture. Évidemment, il ne fallait surtout pas qu'ils appliquent en cours de projet ce que nous leur avions appris en TD d'architecture. Ils se faisaient descendre automatiquement. Pour les professeurs de projet, ce que nous enseignions ne servait à rien puisqu'ils n'y connaissaient rien eux-mêmes. Un enseignant de projet qui voit un élève arriver dans son cours en sachant des choses autres que les siennes, ça ne va pas. Bien sûr. L'enseignement de la construction de David George Emrich est donc isolé à cause de son refus de se limiter aux attentes de l'institution et de son conflit avec l'enseignement de projet, enseignement majeur des écoles d'architecture. On peut alors se demander dans quelle mesure les institutions contribuent à l'isolement de l'enseignement de construction de David George Emrich. Aux Beaux-Arts de Paris, David George Emrich commence à enseigner la construction à l'atelier Albert, à la demande de Jean Aubert, Jean-Paul Newman et Antoine Simcoe. Cet atelier est un atelier extérieur qui appartient au groupe C, groupe contestataire, dont nombre d'étudiants deviendront des membres importants des unités pédagogiques. Le choix de David George Emrich d'enseigner dans cet atelier illustre sa position contestataire face à l'école d'architecture. Au sein de l'école des Beaux-Arts, David George Emrich se heurte à une critique violente de la part des élèves contestataires pour deux raisons. En mai 1968, David George Emrich fait cours dans l'école occupée, ce qui agace les étudiants des Beaux-Arts en grève. La publication veillante du catalogue de son workshop de géométrie constructive de 1967 termine d'enflammer la haine des étudiants révolutionnaires et communistes des Beaux-Arts. Ils estiment que la vente de ce livre est l'ultime insulte à leurs idéaux, puisqu'il s'agit de vendre un recueil de travaux d'élèves. Les étudiants contestataires volent donc les livres de David George Emrich en vente et distribuent les tracts que vous pouvez voir ici pendant son cours, avant de finalement brûler les livres. Cette haine des étudiants contestataires des Beaux-Arts contribue à l'isolement de l'enseignement de David George Emrich, malgré un contenu innovant. La critique de l'enseignement des écoles d'architecture chez David George Emrich se développe en 1967 entre 1967 et 1969. Entre 1967 et 1968, David George Emrich entame la rédaction d'un programme pour une école d'architecture qu'il présente lors de sa participation aux commissions Max Kérien en 1968. En 1969, déçu des propositions enseignantes et pédagogiques faites par les unités pédagogiques, David George Emrich publie son programme pour une école d'architecture dans une brochure qu'il baptise, avec beaucoup d'humour, « Demandez le programme ». En première page de cette brochure, David George Emrich affirme « Apparemment, dans les nouvelles unités pédagogiques, il manque soit l'unité, soit la pédagogie ». Cette affirmation illustre la critique de David George Emrich face à l'institution de l'école d'architecture. Cette critique de l'institution se développera ensuite tout au long de sa carrière d'enseignant et finit d'isoler son enseignement. L'isolement de David George Emrich est donc non seulement dû à son histoire personnelle et à sa personnalité clivante, mais aussi à l'institution de l'école d'architecture et à l'expression des rivalités en son sein entre architectes et ingénieurs. J'espère donc pouvoir développer ces aspects dans ma recherche.
Nous voyons tout à fait les questions qu'on pourra vous poser tout à l'heure. Donc, Alison, maintenant. Et nous allons revenir dans l'atelier, mais de façon bien spécifique. Bonjour, je tenais d'abord à remercier Amandine Diner et Anne-Marie Châtelet pour m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Donc je vais partir sur un registre un peu différent puisqu'il s'agit aujourd'hui donc pour moi pour vous parler de John Hayduk et Henri Siriani. Donc je tenais à dire que c'est vrai que dès 1964 à New York, donc John Hayduk arrive à l'école d'architecture qui s'appelle Irene S. Channing, donc à la Cooper Union. Et dès 1969, Henri Siriani, lui, arrive ou intègre l'unité pédagogique d'architecture numéro 7, dite UP7, en tant qu'assistant d'André Gomis. Et ces deux enseignants donc, mettent en place, de part et d'autre de l'Atlantique, des enseignements du projet qui présentent une théorisation, on peut dire ça comme ça, a posteriori de l'espace de l'architecture moderne. Donc John Hayduk et Henri Siriani entendent analyser, à travers une approche syntaxique de la discipline et une pratique intense du dessin, les procédés et modes opératoires de cette architecture, afin donc de les intégrer dans leur pédagogie. On a deux pédagogies qui sont ainsi construites face à une pression tant politique que sociologique qui s'exerce sur l'architecture au cours des années 60 et 70. On a donc, ces enseignements constituent aux États-Unis et en France par le déploiement d'une culture projectuelle forte, une voie singulière qui est fondée sur la reconnaissance et l'exploration de l'espace architectural dans une perspective d'autonomie disciplinaire. Donc là, c'est vraiment toutes les caractéristiques communes de ces deux enseignements. Je souhaitais, donc dans ce cadre, je souhaiterais exposer les différentes questions qui parcourent donc mon travail de recherche. Ce sont ces questions et les réflexions qu'elles font naître qui permettront de proposer une analyse de la spécificité de ces pédagogies ainsi qu'une lecture de leur histoire. Donc bien sûr, un premier axe de recherche consiste à explorer les problématiques des transferts culturels transatlantiques en cherchant à identifier donc les interférences entre ces deux systèmes pédagogiques. Autre champ d'investigation, c'est celui naturellement des modèles pédagogiques, puisque les avant-gardes européennes de l'entre-deux-guerres servent de modèle à travers leurs œuvres théoriques et construites. On peut se demander à partir de quelles connaissances du mouvement moderne John Hayduk et Henri Siriani ainsi que leurs collègues opèrent. Puisqu'en effet le champ de l'architecture moderne est très vaste, quels sont les points de convergence et de divergence entre ces deux pédagogies dans la constitution de leur corpus de références successives. Et puis plus largement, donc au-delà de l'architecture moderne, on peut se demander aussi quelles sont les références et les sources convoquées qui permettraient d'informer leur travail d'enseignant, donc pas strictement architectural. Et enfin, un troisième axe de réflexion que je suis sur le point de mener au cours des prochains mois, c'est que du point de vue en effet de certains acteurs extérieurs et parfois même selon les étudiants suivant ces enseignements, les pédagogies de John Hayduk et Henri Siriani engendreraient une production qui témoignerait, c'est un discours assez courant, qui témoignerait d'un intellectualisme se référant à un discours poétique. D'après certains, même allant plus loin, les rendus des élèves ne seraient conçus à aucun moment dans une perspective de faisabilité constructive. Dès lors, cela occasionnerait des propositions qui resteraient à l'état de projet théorique. Ces pédagogies ne permettraient donc pas, selon eux, d'aborder les problèmes de l'architecture. Donc de mon côté, afin de prendre de la distance vis-à-vis des discours tenus tant par ceux qui montrent une certaine défiance à l'égard de ces enseignements, et puis par ceux aussi surtout qui défendent, voire revendiquent ces pédagogies, je souhaite me demander, dans un premier temps, comment John Hayduk et Henri Siriani entendent poser à travers leur pédagogie les problèmes de l'architecture, et de voir dans un second temps comment s'opère le passage entre le moment des études et celui de la vie professionnelle, c'est-à-dire comment ce savoir sur la forme transmis à la Cooper Union ou à l'UP7 peut se transformer en savoir professionnel. Il s'agit pour moi de dépasser un peu ces controverses et tensions personnelles. Du point de vue des sources, donc bien sûr, il y a des références, des publications de référence, donc naturellement,
mentionne Jean-Louis Violot, Caroline Magnac, Juliette Pommier, Alexander Karagon pour son travail sur les Texas Rangers, et puis la publication de John Hockman sur l'enseignement aux États-Unis. Mais au-delà donc de ces références, je m'appuie sur des documents qui proviennent pour Henri Sirgani des archives nationales, donc, comme ici présenté, des archives privées d'anciens étudiants, de séries d'entretiens et de revues. Je pense notamment donc, à la revue d'UP, de l'UP7. Et puis, côté États-Unis, je tiens à souligner qu'il y a un fonds d'archives extrêmement complet à la Cooper Union, puisque sont conservés de très très nombreux travaux d'étudiants. On a aussi au Centre culturel canadien tout un fonds, toute la collection déposée par John Hayduck lui-même. Et puis j'ai pu aussi rencontrer cet été des acteurs de cet objet d'étude. Donc j'ai pu consulter les dossiers en tout de 65 élèves de l'atelier Sirgani-Marotti, donc c'est le cas par exemple de Michel Kagan ici présenté. Et côté New York, j'ai pu consulter 450 travaux d'étudiants de la Cooper Union et mettre au point par la même occasion la liste des enseignants de l'école d'architecture Irene S. Chinin par studio par année à partir de septembre 1966. Donc c'est l'occasion pour moi de souligner ici les différences d'accès aux sources, puisque en France, c'est vrai que j'ai accès au dossier d'étudiant, mais il est très difficile pour moi de consulter les travaux, la production. En tant que tel, je dois contacter chaque étudiant pour savoir s'ils ont conservé ou non leur travail. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Il y a un travail de conservation qui a été fait dès la fin des années 60. Plusieurs niveaux d'analyse développés au cours de mes recherches permettent de donner des premières réponses aux questions indiquées précédemment. Donc, je souhaiterais en présenter aujourd'hui 3. Tout d'abord en montrant comment la prééminence accordée au langage va au-delà des orientations pédagogiques des enseignements, puisque cette approche de la discipline finit par atteindre les élèves qui poursuivent ces réflexions jusque dans leur propre recherche. Donc je propose ici de regarder plus spécifiquement donc, la production des étudiants, et puis de voir ensuite quelle a été la réception par les acteurs extérieurs à ces pédagogies, avant de se demander en conclusion comment la constitution et l'analyse d'un corpus dédié au parcours des élèves après leurs études permet de prendre de la distance donc vis-à-vis des opinions des uns et des autres. Peut-être vous dire quelques mots assez rapidement sur Henri Sirgani et John Hayduck pour les présenter. Donc, Henri Sirgani arrive en 1969 à l'UP7. L'UP7, c'est l'unité pédagogique qui a été notamment fondée par l'architecte Paul Mémon, qui lui, en fait, a une dimension ou une conception tout à fait différente de l'enseignement, parce qu'il fait tout donc pour établir un pont entre urbanisme, ingénierie, architecture et sciences humaines. C'est ce qu'on appelle une perspective de synthèse. Et donc c'est dans cette unité installée sous les coupoles du Grand Palais qu'arrive Henri Sirgani, un jeune architecte péruvien qui commence donc son enseignement à l'âge de 32 ans, donc je tiens à souligner sa jeunesse, en tant qu'assistant donc d'André Gomis, avec qui il a travaillé dans son agence de 1965 à 1968 avant de partir donc vers l'atelier d'urbanisme et d'architecture, l'AUA, en 68. Et en fait, quelque chose d'important, c'est qu'il a été son assistant jusqu'en 71, puisqu'en 71 décède André Gomis à cause d'une maladie. Et c'est une période aussi très importante pour Henri Sirgani, parce qu'il s'agit du concours d'Evry 1 qu'il réalise avec l'AUA. Et donc on peut dire qu'il y a véritablement une période de transition et de rodage pour l'atelier à ce moment-là. Donc l'atelier est partagé entre Henri Sirgani et l'architecte de l'école polytechnique de Budapest, François Marotti, qui vont en fait mener 2 enseignements autonomes. Donc François Marotti s'occupe des 2 premières années, tandis que Sirgani, lui, s'occupe des étudiants à partir de la 3e année. Donc Henri Sirgani va s'attacher à construire et diffuser une culture projectuelle parmi les nouvelles générations d'architectes qui, pour la majorité, n'ont pas connu les événements de 68. Il s'adresse donc à la génération d'après. Et donc les premiers projets de fin d'études de cette génération sont présentés à partir du milieu des années 70. Donc je tiens à souligner ces choses qui sont importantes et qui distinguent les conditions de travail d'Henri Sirgani de celles de John Hayduck. C'est qu'on a aussi des élèves qui n'ont pas passé un concours d'architecture pour intégrer les UP. Ce sont des étudiants qui sont essentiellement issus de filières scientifiques, qui travaillent dans un environnement désordonné tant d'un point de vue matériel que pédagogique. Et que surtout, on a un atelier qui est conduit par 2 personnes,
qui ne travaillent pas ensemble. Ce qui est tout autre pour... excusez-moi. Ce qui est tout autre donc pour John Eduk, qui lui est un homme originaire du Bronx. C'est un ancien étudiant de la Cooper Union. Il a été étudiant dans cette école de 47 à 50. Et il y retourne en 64 pour y enseigner après une expérience pédagogique décisive. Merci. Parmi les Texas Rangers à l'Université du Texas à Austin. Donc c'est à cette occasion de 54 à 56 qu'il fait la connaissance notamment qu'il travaille avec Bernard Huxley et puis Colin Rowe, et qu'il commence donc à développer ses recherches sur le processus projectuel à travers son travail avec son collègue et ami le peintre Robert Slutsky sur le problème des 9 carrés, et celui qu'il mène donc personnellement de 54 à 63 dans l'élaboration de ces Texas Houses. Donc ça lui permet d'élaborer une méthode d'exploration de l'espace architectural. Je tiendrai à souligner donc, que la Cooper Union est un établissement gratuit, hautement sélectif, historique, puisqu'il est fondé en 1859 à Manhattan par l'industriel et philanthrope Peter Cooper, et donc la Cooper Union devient le lieu de dissémination des théories et des convictions de John Eduk, qui est nommé doyen de l'école d'architecture en 1975, y enseignera pendant plus de 35 ans. John Eduk, lui, contrairement à Henri Siriani, à l'UP7, s'entoure de ses collègues et amis qui travaillent en groupe par année d'études. Peut-être expliquer aussi ce qu'on entend par approche syntaxique qui ne va sans doute pas de soi pour tout le monde. C'est ce que tend donc à développer ces deux enseignements. On a John Eduk et Henri Siriani qui conçoivent donc en effet l'architecture comme un langage à apprendre. C'est-à-dire que présentant une grammaire et un vocabulaire spécifiques, la discipline ne pourrait être explorée et contrôlée sans l'acquisition de ce savoir. Donc les deux pédagogues sont convaincus que les étudiants débutent leur enseignement en étant ignorants, c'est-à-dire sans connaissance de l'architecture ou en ayant une conception erronée. Ils développent ainsi donc une série d'exercices compositionnels focalisés sur les relations spatiales afin que leurs étudiants parviennent à maîtriser ce langage. Donc dans ce cadre, à la Cooper Union, la première année est décisive, puisque selon John Eduk et ses collègues, c'est pendant cette période qu'il s'agit précisément de rendre l'étudiant capable de voir l'espace architectural autrement par l'apprentissage des premiers éléments de langage. Ce changement s'opère à travers 2 cours, intitulés respectivement architectonique et dessin, dont les caractéristiques et les objectifs proviennent des recherches effectuées à Austin. Donc, le cours intitulé architectonique consiste en une étude intensive des relations formelles de l'espace, de la structure et de la composition visuelle, tandis que le second, ici présenté, donc le dessin, qui occupe une place de plus en plus importante au cours des années 70, permet le développement et l'association de l'œil, de l'esprit, de la main, en dessinant, donc à partir de la nature, de formes diverses ou d'objets trouvés. Le cours intitulé architectonique est dédié jusqu'à l'année 76-77, avant l'arrivée donc de l'architecte et enseignant d'origine autrichienne Raymond Abraham, qui lui met en place d'autres exercices. Donc avant l'arrivée de cet architecte, plusieurs enseignants, comme notamment Robert Slutsky, Roger Cannon, ou Sean West Colley ou Chester Wisniewski, s'emploient à développer l'exercice des 9 carrés qui permet donc notamment d'apprendre à générer un plan en opérant à partir d'une structure architecturale neutre, donc je pense au carré, dans laquelle se déploient les relations architectoniques. Donc cet exercice donne presque toujours une maison, et il constitue, c'est-à-dire une enclave utopique, libérée des déterminants technocratiques et bureaucratiques qui permettent de manier les différentes formes de représentation, puisque du plan à la maquette, en passant par la projection axonométrique, l'étudiant apprend à passer d'images en 2 dimensions en rendu tridimensionnel. Je ne développe pas pour ce qui est de Siriani, parce que je n'ai malheureusement pas le temps, mais de dire que c'est vrai que certaines réalisations des étudiants de la Cooper Union montrent dès lors de nombreux points communs avec celles des élèves d'Henri Siriani, qui lui aussi en fait croit en l'importance de travailler à partir d'une structure neutre pour explorer l'espace architectural et apprendre le langage de la discipline, comme en témoigne l'exercice ici présenté, celui de l'hypothèse. Donc par exemple, l'américaine Lorna Machner et la française Marie-Claude Roux partagent les mêmes préoccupations sur la notion de forme en architecture. Dans ce cadre, elles donnent à voir des méthodes et des objectifs de travail similaires. Les travaux conçus par Lorna en première année en 76-77 et ceux faits par Marie-Claude en fin d'études en 77 sont de ce point de vue révélateurs.
S'intéressant au rapport entre forme et structure, l'une et l'autre mettent au point, à partir d'une grille carrée, un répertoire d'objets architecturaux et de combinaisons possibles entre les deux volumes. Il y a une tentative donc de part et d'autre, à travers la manipulation des éléments immuables de l'architecture, d'explorer, d'acquérir et de personnaliser le vocabulaire de la discipline. Je tiens à souligner aussi que la prééminence accordée au langage ne se limite pas aux orientations pédagogiques de l'école, puisque les élèves qui s'approprient pendant leurs études cette approche de la discipline poursuivent dans leur travail personnel des recherches sur la grammaire architecturale. La dimension syntaxique autour de laquelle sont organisés ces enseignements se retrouve en effet dans les projets de fin d'études. Les étudiants présentent dans leur travail à la fois une tentative d'explicitation de la pédagogie qu'ils ont suivie, ainsi que la quête d'une écriture architecturale personnelle. Cette double dimension leur permet dans le même temps de revenir sur certaines questions qui restent à élucider et de développer un vocabulaire à soi. Les travaux conçus pendant la première année d'études par les élèves de la Cooper Union, par les étudiants donc, de la Cooper Union vont dans ce sens. Dédiée à la présentation du projet de diplôme, la 5e année, la seule que suit John Hayduck en tant qu'enseignant depuis 1966, correspond à une recherche libre et personnelle de chaque étudiant qui choisit son champ d'investigation. Certains décident de réaliser le problème du cube, donc le cube problème, dont la consigne est la suivante. Vous est donné un cube de 30 pieds par 30 pieds, inventez un programme. C'est à travers cet exercice qui inverse l'ordre habituel des étapes dans la pratique d'architecte en faisant cette fois-ci émerger le programme de l'objet que les étudiants poursuivent leur réflexion sur la réalisation d'un plan et la manipulation des éléments de l'architecture dans la perspective d'apprendre à maîtriser l'espace. Avec le problème du cube, l'étudiant apprend à représenter d'une autre manière, inspiré des peintres cubistes comme Braque ou Picasso, c'est-à-dire en perspective isométrique. C'est-à-dire que dans ce type de représentation, chaque élément est montré avec la même importance. L'étudiant apprend ainsi à passer d'une représentation tridimensionnelle à une représentation bidimensionnelle, qui se donne à voir comme un espace en 3 dimensions dans lequel aucun élément ne prévaut sur les autres. On supprime par exemple les premiers et seconds plans, il n'y a aucune ligne de fuite. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de biais entre le spectateur et la représentation qui présenterait une perspective artificielle. L'objet se donne au spectateur dans son volume, par lui-même. À Lorenz Goldberg de souligner, dans le texte qui accompagne son projet de diplôme présenté ici, qu'il a voulu permettre à celui qui regarde son travail d'avoir, je cite, une pleine conscience de la totalité de l'espace architectural. Les travaux de Marie-Claude Roux, côté français, montrent également cette double dimension entre tentative d'explicitation et quête d'une écriture à soi, puisqu'au moment de ses recherches sur l'objet en architecture, 6 mois avant la présentation de son sujet de diplôme, elle tient notamment un cahier en août 1976 dans lequel elle revient sur la signification de cette notion. Ce carnet, dont les pages donnent à lire un travail de recherche sur ce concept clé en architecture, présente dans le même temps les réflexions et affinités personnelles de l'étudiante. Celle-ci construit une approche qui lui est propre en travaillant à partir d'éléments qu'elle affectionne sur des concepts immuables en architecture qui ont parcouru ses études. Partie de la définition du dictionnaire Le Littré, elle assemble des textes rédigés par elle-même sur la signification de la notion d'objet, ses récits de voyage à Pise et Venise, des citations de Le Corbusier, des visuels en tout genre, allant de la publicité aux plans de bâtiments ou de sites emblématiques, en passant par la peinture, et des extraits d'articles ou d'ouvrages d'auteurs contemporains issus de diverses disciplines comme Michel Butor ou Paul Chemetov. C'est à travers cette composition aux sources hétérogènes que Marie-Claude Roux poursuit ses réflexions entamées dans le cadre de l'enseignement dispensé par Henri Sirgani. Dans la continuité de cette pédagogie, qui incite les étudiants à penser à la signification de concepts qui constituent l'essence de la discipline, elle revient sur les notions de forme et d'espace. Chaque page du cahier est une tentative de réfléchir sur le sens de ces deux mots en architecture, à travers la disposition d'images ou le récit d'expériences personnelles, comme lorsqu'elle raconte ses impressions ou au moment où elle parcourt la place des miracles à Pise. Je cite ce qu'elle dit. « Ce qui m'intrigue à Pise, c'est plus le comment que le pourquoi. Comment, selon quelle loi, ces volumes se sont-ils créés, modifiés et mis en scène afin de produire ce spectacle parfait ? Je marche le long du bord, je me retourne, et c'est toujours une nouvelle scène que forment ces volumes assemblés. Mais si je m'introduis dans le groupe et le parcours, je déclenche un mouvement que je ne contrôle plus. J'assiste au déroulement de chaque forme, mais aussi à celui de toutes les formes entre elles. » Ou par des considérations plus théoriques que Marie-Claude Roux rédige parfois elle-même, comme la suivante. « L'espace n'existe que comme un produit d'une intelligence
L'espace se crée, il ne se déduit pas. Pour être contrôlable, il doit avoir été au départ contrôlé par quelqu'un. C'est la forme qui contient l'espace qui le crée, mais inversement, l'espace peut créer une forme. Je tiens à souligner la dimension suivante, c'est la réception par les acteurs, et je terminerai là-dessus. Les pédagogies mises au point en effet par Henri Siriani et John Educk suscitent de part et d'autre de l'Atlantique des réactions, puisque selon une certaine opinion largement répandue, ces enseignements engendreraient une production théorique, intellectualisante et décontextualisée, qui ne serait conçue à aucun moment dans une perspective de faisabilité constructive. À New York, par exemple, l'exposition au Museum of Modern Art du 13 novembre 1971 au 10 janvier 1972 sur les travaux d'élèves de l'école d'architecture de la Cooper, réalisée depuis l'arrivée de John Educk, fait dire à la journaliste et critique d'architecture Ada Louise Huxtable dans son article paru dans le New York Times le jour de l'inauguration. Tandis que d'autres se précipitent vers la sociologie et les études interdisciplinaires, ces étudiants s'intéressent à des exercices complexes, sophistiqués, abstraits, intellectuels et esthétiques, délibérément dissociés des problèmes de société et de signification, avec un talent de dessinateur méticuleux et magnifique qui donne des frissons. Le risque de cette méthode est qu'un programme avec de telles restrictions théoriques inexorablement précises et rigidement absconses peut tourner en un carcan formaliste produisant des objets de chez Tiffany. Pour conclure, donc j'aimerais conclure sur la prochaine étape de mon travail que je ne peux pas vous exposer aujourd'hui puisqu'il est en cours. C'est-à-dire qu'après une première analyse des spécificités de ces pédagogies focalisées sur le projet et l'exploration de l'espace à travers une approche syntaxique de la discipline et le début d'une étude sur les divergences entre ces enseignements dans la constitution de leur modèle pédagogique, il s'agit de voir comment, à l'aune des parcours des élèves, ce savoir sur la forme transmis à la Cooper ou à l'UP7 peut se transformer en savoir professionnel. Je souhaite donc que ce travail me permette de prendre de la distance vis-à-vis des opinions des acteurs de cette histoire, puisque comme il s'agit de l'histoire récente, certaines tensions sont toujours prégnantes entre ceux qui montrent une certaine défiance et ceux qui au contraire défendent ces enseignements. Après quelques travaux préliminaires, j'aimerais souligner donc pour terminer la diversité des parcours des étudiants d'une génération à l'autre. Devenu enseignant ou journaliste, je pense notamment à Jean-Paul Robert, ayant remporté plusieurs concours, je pense au concours PAN ou alors aux albums, ayant fondé leurs agences ou s'étant reconvertis, comme c'est le cas de Marie-Claude Roux. Les élèves de John Educk et Henri Siriani ont des profils variés qui donnent à réfléchir donc sur les rapports entre métier imaginé et réalisme professionnel. Je vous remercie. Bien, je remercie les trois intervenantes qui ont parfaitement joué le jeu, ce qui va nous laisser un petit peu de temps pour une série de questions. Nous avons un forfait dans la deuxième session, celle d'Hélène Vacher, c'est pour ça que nous avons rééquilibré. Donc nous avons un peu plus de temps que prévu, mais ce gain de temps, nous avons prévu de l'occuper par une visite commentée de l'exposition qui est dans le hall. Alors je ne sais pas si Anne-Marie souhaite la faire après cette session, au moment de la récréation promise, ou si nous la ferons juste avant le déjeuner. Bon, plutôt avant le déjeuner. Bien, des questions, je vais demander aux trois intervenantes de revenir à la table pendant que vous fourbissez vos questions. Je voudrais dire à Alison que nous n'étions pas aussi malheureux qu'elle a fait semblant de le croire, matériellement parlant, j'entends, à UP7. J'étais parmi les premiers élèves d'UP7. Nous avions au contraire des locaux qui faisaient rêver tout le monde, ceux qui avaient été réservés au groupe C avant les événements de 68. Ce petit village à l'intérieur du Grand Palais était plutôt agréable. Oui. Non, c'est bien à toi. Il faudra un micro peut-être. Oui, je crois qu'il y a celui-là. Non, je pense qu'il ne fonctionne pas, celui-là. Je vais... Donc Philippe Boudon. Oui, je voudrais d'abord féliciter les trois personnes qui ont fait ces exposés excellents, à mon sens, et parler surtout de deux des exposés. Le dernier qui vient d'être fait me suggère la question, évidemment, il ne faut pas trop charger la barque des étudiants ou des doctorants, mais, et je pense que votre projet d'aller vers la pratique constructive des anciens étudiants de ces deux enseignants que sont Educk et Siriani est tout à fait intéressante.
Néanmoins, le fait que ces enseignants parlent de langage et parlent de syntaxe et de sémantique me ferait vous inviter à orienter un tout petit peu une partie de votre travail vers la linguistique, parce que tout langage associe de la sémantique et du syntaxique, mais on a le sentiment, à regarder ce qu'ils ont produit, qu'on est dans la pure syntaxe. Et la citation du Huxtable que vous indiquez à la fin me renforce dans l'idée que, sous le nom de formalisme, on parle essentiellement de syntaxe et qu'on oublie la sémantique. Je pense qu'il y aurait intérêt à avoir, encore une fois, sans charger votre barque, avoir un tout petit regard du côté de la linguistique, en particulier de 2 pages du cours de linguistique générale de Saussure, qui, à mon avis, est le seul traité d'architecture théorique au sens où je l'ai entendu hier, c'est-à-dire véritablement théorique, dans lequel il distingue des rapports associatifs, des rapports in absentia et des rapports in presentia. Il n'y a que 2 pages à lire, hein. Ce sont les rapports de in absentia et in presentia qui qualifient respectivement les 2 axes paradigmatiques et syntagmatiques du langage. Ça ne serait pas trop chargé la barque, je crois, quand même, mais c'est une petite suggestion. Et alors je voudrais aussi parler du travail sur Emerich, parce que j'ai eu la chance de côtoyer Emerich à la fois à l'atelier Zavaroni, puisque nous étions dans le même atelier, puis ensuite nous avons eu des rapports amicaux, et j'ai eu la charge, malgré son refus de toute critique, il m'avait payé très correctement, je dois dire, pour corriger le français de son cours de construction. Donc j'ai bien connu Emerich, mais j'ai néanmoins appris beaucoup de choses en vous entendant. Et je voudrais suggérer là aussi une petite piste sur ce mot construction. Parce que géométrie constructive, le mot construction a un sens extrêmement pesant du côté des mathématiques, hein, et notamment de la géométrie. Et la construction avec la règle et le compas était une règle du temps où on n'était pas encore passé aux géométries modernes. C'était une règle, c'est le cas de le dire, avec la règle et le compas, on construisait. C'est-à-dire que le mot construction a une pesanteur mathématique et épistémologique qui pourrait vous intéresser, parce que précisément les 2 faces que vous avez tout à fait raison de distinguer chez Emerich, entre le constructeur avec le béton armé, qui était sa façon de répondre moralement et éthiquement au salaire qu'il recevait dans une école d'architecture, tout en poursuivant ses recherches que vous avez raison de dire utopiques, est tout à fait intéressant. Mais je crois que ça vaudrait la peine de réfléchir sur ce mot construction dans ses rapports, soit avec la construction mathématique, en mathématiques, et toute une philosophie des mathématiques s'appelle le constructivisme. Les intuitionnistes et les constructivistes sont une partie... la moitié des mathématiciens sont de ce côté, l'autre moitié est de l'autre, si je puis dire. Et donc ça vaudrait la peine de réfléchir un tout petit peu sur ce mot construction, et peut-être même de sonder les textes d'Emerich pour savoir si... quelles sont les occurrences du mot construction dans ces phrases en regardant à la loupe ces textes. Puis alors justement, juste parce que ça m'est passé par la tête, en voyant la coupole qui fait comprendre qu'effectivement il y a une réaction des projeteurs, hein. Il y a la coupole et puis il y a dessous, il y a toutes ces boîtes. Ça fait penser au centre Pompidou de Metz, alors voilà, il y a peut-être à réfléchir là-dessus. Je vous demanderai de vous présenter quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Donc, Caroline Magnac. Alors, merci pour vos contributions qui étaient très stimulantes. Et peut-être, je voudrais juste signaler à Oriane, peut-être que c'était très intéressant que vous signaliez toujours ce mot isolé, isolement, et que vous avez bâti un peu votre communication sur cette question de l'isolement, et que vous avez bien montré probablement le facteur psychologique un peu particulier de Emerich. Mais néanmoins,
je pense qu'il serait intéressant de replacer le contexte des années 60, parce que Emmerich, bien évidemment, n'était absolument pas isolé. Et donc, et que le contexte de l'enseignement, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, au Canada, était bien évidemment très similaire à celui de Emmerich. Et par exemple, si vous pensez d'abord qu'il était en bataille très serrée, parce qu'il a déposé un brevet en 1961 et que Buckminster Fuller a déposé un brevet 3 mois plus tard, mais que 3 mois avant Emmerich, Kenneth Nelson a aussi proposé le même brevet, qu'il y avait une bataille économique très très forte entre ces 3 concurrents, donc ça c'est très important, mais que tous les enseignements, par exemple ceux de Jeffrey Lindsay à Toronto et au Canada en général, ou bien ceux de l'ingénieur Makowski à Guilford, avec lequel Emmerich était en relation, ou encore, bien évidemment, Buckminster Fuller, qui quand même vit jusqu'en 1983 et réalise de par le monde des enseignements. Je crois que, en fait, il était tout à fait loin d'être isolé. Et il avait une force incroyable de communication. Donc il insistait énormément auprès de Robin Middleton, par exemple, pour publier ses articles dans Architectural Design. Pareil, pour publier ses articles, probablement Emmerich a été l'enseignant qui a le plus publié entre 1960 et 1900, parce qu'il republiait les mêmes articles, mais surtout il était extrêmement insistant. Donc, bien sûr, mais vous le savez, parce que je suis sûre que vous avez mis le mot isolé entre guillemets, et que c'est. Je crois que certains pourraient dire qu'il avait aussi une sorte d'effet de paranoïa, c'est-à-dire qui fait qu'il se sentait isolé, mais il ne l'était pas. En fait. Oui, mais il se débranche tout seul. En fait, ici, j'ai traité l'isolement au sein de l'institution de l'école d'architecture, donc vraiment au sein des Beaux-Arts et du P6. Comme vous le dites, par ailleurs, dans sa pratique, dans sa recherche structurelle et au sein d'autres écoles, Emmerich a un réseau immense de chercheurs, d'autres enseignements, de ses disciples aussi. Même s'il les rejette, ils finissent toujours par se revoir ou se recontacter. Mais là, c'était vraiment pour mettre en évidence le paradoxe entre enseignement innovant aux Beaux-Arts, totalement isolé dans son institution, puis enseigne de nouveau la dichotomie intellectuelle entre ces deux enseignements qui qui provoque l'isolement de son enseignement dans l'institution, toujours, effectivement. Par ailleurs, j'aimerais développer cet aspect plus tard. Oui, j'ajouterais que l'isolement du personnage n'empêchait pas la diffusion et la popularité de ses travaux. À UP7, où il ne mettait pas les pieds parce qu'il était en conflit avec Duchâteau et avec Kethoff. En revanche, beaucoup d'étudiants construisaient des structures autotendues qui étaient inspirées évidemment par Emmerich. Oui, Marie-Jeanne Dumont. Je prolonge. À UP1, il y avait un enseignement directement inspiré d'Emmerich par un de ses disciples, quelqu'un en tout cas qui se réclamait de lui, je n'ai pas vérifié si c'était un disciple, qui s'appelait Jean-Marie Delarue. Et donc, Emmerich avait une aura considérable dans l'enseignement, donc c'était pas du tout effectivement un isolé. Peut-être la question qui pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi il a abouti à UP6 plutôt qu'à UP1 ou à UP7. C'est ça la chose étrange, parce qu'à UP6, en effet, il devait détonner un peu, mais pas dans l'ensemble des écoles.
J'aurais une autre question à propos du dialogue Siriani-Hejduk. Ce serait de savoir aussi, comment se sont transférés ces exercices et toute cette manière, ces manipulations et cette linguistique des éléments de l'espace. Je ne sais plus, il me semble que Siriani m'avait dit que Kagan disait que c'était passé par lui-même, Kagan, mais Siriani, je ne sais plus évoquer d'autres noms, il me semble. Et d'autre part, on peut se demander aussi à quel moment vient le virage corbuséen. Parce qu'au fond, au début, il n'est pas là, le Corbusier. On est dans une pure manipulation d'éléments. C'est une question qui est assez compliquée avec Henri Siriani, puisqu'il est certain qu'il a mis en place ces exercices donc, de l'image et de l'hypothèse après 72, donc après l'exposition. Et quand je lui avais demandé comment il avait construit cette pédagogie, parce qu'il est souvent très flou sur cette question, il m'avait répondu qu'il fallait regarder du côté d'une part de ses études, et d'autre part qu'il avait en quelque sorte réfléchi sur la façon dont il projetait et il avait fait le cycle inverse. Donc je pense que faut faire attention un peu avec ça. Faut que je regarde aussi donc, du côté de ses études, donc au Pérou, à Lima. Et ensuite, ce qu'il s'est passé, c'est que j'aimerais bien savoir s'il a eu accès par exemple au catalogue d'exposition de 72, puisque dans la collection Bernard Huet, il y est. Donc peut-être, je ne sais pas, il l'a lu par Bernard Huet ou par quelqu'un d'autre qui lui aurait donné aussi ces indications. Parce que c'est intéressant, parce que parfois il a aussi exactement les mêmes dimensions. Par exemple, c'est un carré de 30 sur 30 pieds, et Henri Siriani, il a fait le 30-30, par exemple. Donc c'est des choses, je me demande en fait d'où ça vient. J'aimerais bien... Bon, John Leduc est décédé malheureusement, mais... j'ai pas trop d'éléments de réponse par rapport à ça. Les interférences qu'il y a eu concrètement entre les deux enseignements, il y a eu une rencontre en 76, donc à l'occasion de la Biennale de Venise. Il faut que j'aille voir, trouver des archives peut-être là-dessus, sur ce qui s'est passé. Quand j'ai demandé à Henri Siriani s'ils avaient discuté, comment ça s'était passé, il m'a dit qu'ils n'avaient pas parlé, que ça restait très cordial. Et surtout, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu une exposition en 1983 à la Cooper Union des travaux d'étudiants d'Henri Siriani. Donc là, c'est un événement intéressant parce qu'en effet, ce sont les étudiants qui ont pris l'initiative de mener cette exposition de la part de Claire Robinson, qui était venue à Paris, qui a fait la rencontre de Mossessian. Et c'était un petit collectif, ils se sont dit on va monter une exposition là-bas, ils l'ont montée pendant 1 an et elle a été présentée pendant l'été 83. Donc il semble qu'il y a interférence, surtout du point de vue des étudiants. C'est surtout de ce côté-là. Mais c'est une question qui me préoccupe beaucoup. J'ai du mal à savoir parce que John Leduc, lui, a fait sa pédagogie bien avant Henri Siriani dans les années 70, puisque ça remonte aux années 50. Donc j'aimerais beaucoup savoir, par exemple, quelle est la lecture d'Henri Siriani de Colin Rowe, puisqu'on a cette dimension syntaxique vient des travaux de Colin Rowe et de Robert Slutsky notamment. Cyril Fèvre avait des données là-dessus. D'accord. Et Calment aussi. Bonjour Anne Debar. Je voulais poser une question à l'intervenante qui n'avait pas encore été interrogée. Dans la question des relations entre architectes, sculpteurs et peintres au sein de l'école des Beaux-Arts, vous êtes peut-être arrêté juste avant 68, mais je pense que 68 n'arrête pas non plus ce genre d'expérimentation, de travail collectif. Et là, plutôt dans la lignée des positions du Bauhaus que l'on retrouve dans la pensée, dans des programmes pédagogiques qui s'élaborent, en tout cas du côté école d'architecture. Et je voulais aussi peut-être rappeler l'expérience de cette UERE, dirigée par Albert Flocon, qui monte une structure pour former autour de la communication visuelle. Donc Albert Flocon vient du Bauhaus, et en fait cet enseignement va constituer le premier cycle de UP8. Vous voyez que les choses sont encore très très liées après 68,
enfin les pédagogies peuvent être encore très très liées. Et en fait, le ministère met fin à cette expérience. Et donc, si certains élèves qui étaient inscrits en peinture ou en sculpture souhaitaient continuer en architecture, il y a le problème après du bac. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le baccalauréat, donc ils ne peuvent pas continuer en architecture. Donc voilà. Après, il y a une mise aussi dans des cases qui émanent aussi du ministère de tutelle. Mais je crois qu'il y a encore des expériences qui se poursuivent. Donc celles que j'ai signalées, et puis après dans les enseignements aussi qui sont dispensés dans les écoles d'architecture. Moi je suis plutôt du côté école d'architecture que Beaux-Arts, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez continué à travailler un petit peu au-delà de la période sur laquelle vous nous avez proposé d'être exposé. Oui, tout à fait. Je travaille par ailleurs au-delà de cette période. Mais là, l'exposé reposait en fait sur le croisement de deux fonds. Donc le fonds de l'École des Beaux-Arts de Paris et le fonds de la commande publique et du 1%, et était vraiment autour de cet atelier d'art monumental et de ses relations avec la politique culturelle du 1% qui se met en route. Donc c'est ce que j'ai voulu exposer, donc c'est pour ça que c'était cerné à cette période. Mais cette question des circonstances qui font que cet enseignement a des prolongements, on n'en a pas, est tout à fait important, évidemment, parce que vous avez parlé du 1%, mais dans l'entre-deux-guerres, il y a deux domaines dans lesquels, effectivement, ces élèves qui se sont connus et ont commencé à pratiquer ensemble à l'école se retrouvent sur un autre champ. Ce sont les monuments aux morts. Évidemment, qu'on fait après la guerre de 14, mais on continue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pratiquement en faire. Et là, ce sont toujours des couples architectes et sculpteurs, et le plus souvent, ils se sont connus à l'école. Et puis, il y a les ateliers d'art sacré, ça c'est extrêmement important, là où ils se retrouvent effectivement avec l'ensemble des créateurs. Je voulais vous poser une question. On a parlé de l'enseignement simultané des trois arts, mais dans les programmes, il y avait, indépendamment de cela, pour les architectes, un enseignement du modelage. Pourquoi était-il autonome et pourquoi la peinture n'avait pas le droit au même sort que le modelage ? Alors, j'espère que je vais pouvoir répondre, mais d'après ce que j'ai observé, au tout début, les trois arts, c'est dessin, modelage et architecture. Oui, absolument. Donc, oui, voilà. Mais le modelage était autonome dans la liste des disciplines que l'on devait obligatoirement enseigner. Mais je n'ai pas de réponse. Pourquoi ? Bien, donc il faudra un second colloque. Bien, voilà. Alison, vous vouliez poser une question, je crois. Non, j'ai oublié de répondre à une question de Marie-Jeanne Dumont. Excusez-moi. Sur la question de la construction corbusienne de la part d'Henri Sirgani, je voulais simplement souligner que c'est quelque chose qui est arrivé à UP8, puisque dans les années 70, à partir des recherches que j'ai faites sur ces articles, publications, il n'y a pas du tout, c'est très très hétérogène, il y a toute l'architecture. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas du tout cette image de l'architecture corbusienne comme flambeau de son enseignement. Là, j'apporterai un correctif. Sirgani était assez marginalisé à UP7, ça a été pire jusqu'à ce qu'il quitte UP7. Bon. Et quand il y avait des discussions, beaucoup des autres enseignants se présentaient comme les vrais héritiers du mouvement moderne et lui répondaient systématiquement « mais moi je suis le fils de Corbu ». D'accord. Donc il avait déjà cet argument. Bien, je sais plus. Oui, j'ai Jean-Lucien Bonillot. D'abord, j'ai deux remarques, enfin deux interventions. D'abord sur le premier exposé de... Je recherche le nom, Marie-Laure Vial, c'est ça, voilà. Il me semble que, sauf si je me trompe, vous employez indifféremment la notion d'association des trois arts et celle de synthèse des arts. Alors, il me semble que c'est quand même très différent, parce que dans la question des trois arts et de l'art monumental, on a une version de la collaboration qui, me semble-t-il, dans laquelle l'architecture reste quand même quelque chose qui domine. C'est-à-dire où on a, comme c'est le cas au XIXe siècle, de la part de Charles Garnier ou des grands architectes, un rapport dans lequel l'architecte assigne ou désigne aux peintres et aux sculpteurs la place qu'ils doivent prendre dans l'œuvre, si vous voulez. Voilà. Alors que ce qui se passe dans la formule de la synthèse des arts, c'est une mise en cause de cette hiérarchie, bien évidemment. Et je crois que ce qui se passe après, justement, après 68, peut-être, bon, ce serait à vérifier, hein,
La référence au Bauhaus, en tout cas, est quelque chose qui nous ramène à ça. C'est plutôt la revendication d'une équivalence, d'une égalité entre les trois disciplines. Voilà. Donc synthèse des arts pour les concours d'art monumental, je ne suis pas sûr que ce soit l'expression appropriée. Voilà. Enfin, c'est une remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis j'en profite, hein, après, si vous pouvez répondre, ça m'intéresse. Et sur la question, effectivement, j'ai été aussi étonné de ne pas entendre parler de Le Corbusier. Parce que quand on regarde l'œuvre propre d'Haïdouk, au-delà de son enseignement, on voit très bien à quel point Le Corbusier est présent, et pour Siriani, c'est pareil. Alors une piste, parce qu'on a évoqué les rapports de Huette et Siriani, et donc ça m'a fait me rappeler que je crois que c'est le numéro 1 de la revue Le Visiteur, il y a un article de Bernard Huette qui explique ce qu'est pour lui la critique en architecture. Voilà. Et il prend effectivement l'exemple de Corbu, et dans la grille qu'il propose, enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a un point qui est l'analyse linguistique des œuvres, effectivement, et il applique ça à Corbu et que ça marche formidablement bien, c'est-à-dire le vocabulaire, la syntaxe, la rhétorique. Donc peut-être qu'il y a une piste effectivement à explorer sur les rapports Huette. Voilà. De toute façon, plus généralement, la question de l'architecture comme langage, c'est une grande question de ce passage des années 60 aux 70. Enfin, quand on relit les textes, même de doctrine de Venturi, ou même les textes qui se veulent plus scientifiques de Tafouri, on s'aperçoit qu'ils parlent tous de l'architecture comme d'un langage. Voilà, c'est quelque chose qui est... Et je crois même que ça déborde l'architecture. C'est-à-dire la linguistique, dans ces années-là, pour toutes les disciplines, ça a été un modèle. Quoi, hein. François Chorel, du domaine de l'urbanisme. Voilà, voilà. Il y a une dernière question, je pense. Anne-Marie vient de me rappeler à l'ordre. J'ai contraint les intervenants. Oui. Bonjour, Catherine Titeux, et il se trouve que j'étais une ancienne élève de Siriani. Donc, il me semble que pour la question de la transmission, et vous l'avez sans doute fait, mais pas évoqué dans votre communication, il faut aussi regarder les collaborateurs, les enseignants qui ont travaillé avec Siriani. Et en fonction des enseignants qui donnaient cours et qui avaient en charge, parfois seuls, d'un groupe de projet, l'enseignement se colorait de manière très différente. Par exemple, l'attention, l'aspect soutien théorique et l'examen de l'œuvre de Le Corbusier était porté beaucoup par Claude Vier, par exemple. La dimension sociale de l'architecture anthropologique était soutenue par Jean-Patrick Fortin. Voilà, j'ai vécu donc ces différents enseignements, et évidemment, Siriani fédérait tout cela, mais il y avait une coloration différente qu'il faudrait prendre en compte. Deuxièmement, moi j'ai un petit peu un souci, une inquiétude avec la comparaison ou l'application, comme Popper aurait dit, forcée d'une discipline vers une autre, en particulier de la linguistique vers les questions de la composition. On n'employait pas du tout ce terme-là, mais le travail sur l'espace, plutôt. Mais en réalité, il s'agissait d'un travail de composition. Et à aucun moment, je peux vous l'affirmer, il n'y avait eu de comparaison qui était faite avec les méthodes de la linguistique, qui aurait sans doute faussé un petit peu le jeu. En réalité, je pense qu'on est face à des problèmes purement plastiques qui ne peuvent pas être totalement comparés terme à terme avec ceux de la linguistique. Les personnes qui ont... Enfin, pour moi, l'historien de l'art qui a posé ces problèmes serait plutôt Yves Alain-Bois, du point de vue de la critique. Le point de départ de ce travail, il est un problème de plasticien, et pas un problème de langue. Voilà. Alors moi, je parle du P7, je ne parle pas du P8. Ah voilà, parce que vous aviez évoqué l'exposition La Cooper. Oui, voilà. Je pensais que vous étiez d'accord. C'est là juste vous vous intéressez à la première. Voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de Fortin, Gérard. D'accord. Oui. Excusez-moi. Pas de souci.
La dernière, et c'est bien parce que c'est toi. Oui. Pour les trois arts, j'ai découvert dans votre exposé la présence de Perrotet. Et ça me permet de dire qu'il y a une piste pour voir du passage de l'enseignement à l'exercice que les trois arts, après, c'était une équipe. L'AUA s'est construite sur cette base-là. Il y avait des gens qui faisaient de l'espace scénique, des gens qui faisaient de la déco, etc. Voilà, une remarque. À propos de l'utopie, je pense que la période que vous avez évoquée, à propos d'Emmerich, c'était extrêmement riche en utopie. Un personnage, vous avez cité La Faille, etc., pensez à Henri Collet, qui lui passait de l'utopie à l'exécution, pavillon de l'Expo de Bruxelles, et à l'existence de la revue Utopie, avec Stinko, etc., qui justement sortait du dessin d'architecture, sortait de la géométrie constructive pour dire regardez le gonflable, tout est possible. Enfin, voilà. Et puis, à propos de Siriani, une petite anecdote personnelle, puisque Philippe Boudon a parlé c'est de la syntaxe, où est le sémantique. J'ai travaillé avec Siriani sur le concours avant la Grande Arche, le concours précédent. On avait fait un projet pour montrer qu'il fallait, à la fin de la défense, faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser l'ouverture, contrairement au projet de paye qui était présenté. Et j'ai proposé une structure, c'était mon métier, et Siriani m'a dit « Oh, elle est belle ta structure, il faut la mettre en évidence ». Donc ça, c'était le côté plutôt sémantique que syntaxique. Bien, je remercie à nouveau les intervenantes, et puis vous avez le droit à une récré, mais 2 minutes.